Bonjour à tous, merci d'être nombreux, d'être venus si nombreux, et surtout un grand merci à nos invités qui ont répondu à notre invitation favorablement d'abord, et surtout très très chaleureusement. Tous, vous m'avez dit que vous étiez très heureux de vous retrouver ensemble. C'est vrai que c'est rare, et c'est la première fois que vous allez parler de votre métier en public, donc, enfin à ma connaissance en tout cas. Alors, il nous manque juste Nicolas Degène qui va arriver, je l'ai vu tout à l'heure, il est en voiture. Donc on va commencer sans Nicolas. Voilà. Juste une chose, les intervenants, on n'a qu'une heure et demie qui a déjà été grignotée. J'ai beaucoup de questions à vous poser. J'ai juste 3 pages de questions. Donc si on divise par le nombre d'intervenants, ça vous fait un quart d'heure chacun. Donc je vous demanderai d'être assez précis dans vos réponses. Et de jouer le jeu du temps de parole. Mais à mon avis, on dépassera. Alors Dany. Ah bah il est là. Voilà Nicolas. C'est à cette heure-là que t'arrives ? Isabelle et mademoiselle Dany Sens. Je vais tous vous présenter un par un en vous posant une question à chacun, et puis ensuite on démarrera évidemment la table ronde. On va commencer par Dany. Donc Dany, vous êtes la fondatrice et la directrice artistique de Make Up For Ever. Vous avez fondé cette marque avec votre mari Jacques Van Epp au début des années 80. En 84, vous ouvrez votre première boutique rue de la Boétie. La marque se destine dans un premier temps aux professionnels. Peu à peu se dirige vers le grand public. Cette volonté d'aller vers le grand public se trouve confirmée par l'entrée de Make Up For Ever dans le groupe LVMH en 99. Voilà, donc pour Make Up For Ever, aujourd'hui, vous avez quand même créé plus de 1400 références, ce qui est énorme. Mais avant tout ça, pendant 14 ans, vous avez été directrice pédagogique d'une des premières écoles de maquillage en Europe. Et vous avez formé la majorité des intervenants de cette table. Levez les doigts. Ils sont modestes. Vous êtes fiers de leur parcours ? Je suis très fière. Très fière de mon parcours. D'abord pour moi, parce que je pense que c'est un parcours un peu unique. Voilà, tout ça, c'est une partie de vie en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai vécu tout ça et je pense que ma vie est vraiment, c'est ça, il n'y a pas tellement autre chose. Je suis très fière aussi parce que ça laisse des traces. Je veux dire, voilà, c'est pas uniquement que pour moi, il y a plein de choses qui sont construites. Je suis très fière d'avoir des gamins là qui finalement laissent des traces aussi et puis on s'entend très bien, c'est primordial. Voilà, je suis très fière pour tout ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Vous êtes content vous, de retrouver votre maman ? Vous l'appelez tous votre maman ? Ah non, hein. Tu voulais m'épouser il y a 3 jours. Tu sais, l'inceste, ça existe, ma chérie. Isabelle, après avoir étudié l'histoire de l'art, puis fait une école de maquillage, c'est dans les grands magasins que vous découvrez la beauté, pour Clarins notamment. Ensuite, vous apprenez à connaître les marques. D'animation en formation, vous passez par Chanel, Lancôme d'ailleurs à la même période que Fred, c'est ça ? Et aujourd'hui, donc, vous créez les collections maquillage pour ongles et maquillage pour Fareva Color. Et vous êtes directrice artistique consultante pour le groupe Debbie, Déborah, Rouge Baiser et plein d'autres marques aussi. Donc vous êtes une bien consultante. C'est à vous que revient la question la plus difficile, celle qui a introduit le sujet. Qu'est-ce qu'un directeur artistique ? Alors, un directeur artistique, c'est la personne qui a en charge la partie artistique d'une marque ou d'une maison. À mon sens, il y a 2 missions très importantes. Il y a la mission de créer des collections et de faire vivre ces collections pour la marque. Donc de les créer, de
les développer, de suivre le développement et puis d'assurer aussi la promotion derrière. Et il y a une deuxième partie aussi très importante, c'est la création de couleurs, qui est importante parce que c'est vraiment ce qui donne, à mon sens, l'identité d'une marque et ce qui va différencier une histoire d'une autre histoire, même si voilà, on parle toujours de rouge à lèvres et de vernis. Il faut créer des choses qui ont des impacts forts et qui vont marquer justement la différence. Donc c'est ça principalement. Merci. Vous aurez tous l'occasion de donner votre définition du métier et comment vous le vivez. On va passer à Max maintenant. Max, donc vous avez passé 17 ans chez Bourjois. Vous le dites vous-même, je suis né chez Bourjois. Tout à fait. Alors pendant 7 ans pour de la formation et pendant 10 ans à la direction artistique. Après Bourjois, vous êtes resté 2 ans chez Arc-en-Ciel où vous avez mené une refonte complète de la gamme. Vous avez également travaillé pour Fareva Color et vous êtes actuellement chez Rexam et j'ai oublié un compte. Ah oui, et puis un groupe dont vous nous parlerez peut-être. Voilà. Alors, la première question qui se pose, comment êtes-vous passé de la magie au maquillage? Parce que c'est ce qui a séduit Bourjois, votre côté magicien. Alors moi, j'étais pas du tout destiné à faire du maquillage. J'étais donc magicien professionnel et je voulais monter un numéro axé sur le maquillage, un peu avec des masques kabuki. Et donc j'ai fait cette merveilleuse école où j'ai rencontré ma future épouse, Dany Sens. Et puis l'aventure est partie comme ça. J'ai trouvé que finalement le maquillage c'était aussi de la magie. Et donc je suis resté, j'ai été engagé pour 1 mois chez Bourjois et j'y suis resté 17 ans. Donc j'ai refusé de sortir des bureaux, ils m'ont gardé. Et donc j'ai commencé vraiment par le bas de l'échelle. J'ai commencé en faisant des animations dans les points de vente. Et je trouve que c'est une excellente école que de travailler dans les points de vente parce qu'on voit différents visages. Et je trouve que ça apporte beaucoup. Et ensuite je suis passé, je pense que mon côté artiste a fait que je suis passé du côté du côté obscur à la lumière, parce que je participais à tous les lancements presse, télé, presse écrite. Et puis après, je suis passé à travailler sur toutes les collections couleurs et visuelles pour la marque. Et puis un jour, je me suis dit, en me levant un matin, j'aimerais faire autre chose. Et donc je suis passé chez Arc-en-Ciel, où c'était une expérience courte mais stimulante, puisque j'ai vraiment fait une refonte complète de la gamme. Et je comprends que quand on est créatif et qu'on a sa marque comme Fred ou Dany, c'est tout à fait excitant de sortir des produits qui nous ressemblent. Donc ça, et quand on n'a pas du tout la contrainte, quand on peut imposer ce qu'on veut, c'est quand même une grande chose. Alors que quand on travaille pour un grand groupe, il y a toujours tout un rouage marketing qui fait que c'est toujours un peu plus difficile. C'était pour retrouver votre liberté, alors quelque part Arc-en-Ciel. Oui, je suis un homme libre. Alors Fred, maintenant. Fred, vous avez commencé chez Canal+. Vous êtes resté 1 an et demi chez Canal+, en particulier pour l'émission Les Nuls. Ensuite, le milieu de la mode vous attirait, les défilés, et vous avez, en faisant la rencontre de Topolino, vous deviez être assistant de Topolino pendant 2 ans. En réalité, vous êtes resté 1 mois avec Topolino. Oui, en fait, j'ai eu le temps de faire 15 jours. Voilà, parce que très rapidement, on vous a repéré pour faire des défilés, pour faire des couvertures. Et de défilé en défilé, Jean-Paul Gaultier vous remarque et vous permet de vous faire connaître auprès de Lancôme. Lancôme, marque pour laquelle vous resterez à la direction artistique pendant 8 ans. Et il y a 18 mois, vous avez lancé sur le marché votre propre marque, Fred Farrugia. Alors, créer sa propre marque, c'est le rêve intime de tout maquilleur. Comment avez-vous décidé de créer la vôtre et de vous lancer dans l'aventure ? Alors déjà, je pense pas que ce soit vraiment le rêve de tous les maquilleurs, parce que quand on connaît la galère, franchement, c'est vraiment pas un rêve. Oui, il y a très concret, voilà. Mais après, ça se gâte. Et en fait, j'ai pas du tout eu l'envie de monter ma propre marque. Tout est venu d'une collection, c'était la collection rouge que j'avais créée pour Lancôme à l'époque. Et je m'étais amusé à inclure ma collection dans des packagings qui s'emboîtaient déjà les uns sur les autres, à forme ronde, qui s'ouvraient un peu comme des lunettes. Et à ce moment-là, bon, déjà la collection a vraiment cartonné.
Et je me suis dit que c'était vraiment un truc à approfondir, parce que vraiment les femmes se plaignaient tout le temps justement d'en avoir trop dans leur sac à main. Et qu'en plus de ça, on leur donnait tellement de conseils qu'à la fin on rendait les choses vraiment très compliquées. Donc mon but pour moi, mais ça l'a été depuis toujours, en fait, même en tant que maquilleur et non en tant que créateur, c'était vraiment déjà de me simplifier la vie, et ensuite de simplifier la vie des femmes avec le maquillage. Et donc pour moi, c'était vraiment juste d'arriver à pousser cette idée jusqu'au bout. Malheureusement, Lancôme n'en a pas voulu, et à ce moment-là, j'ai eu la folie et l'inconscience et le rêve, oui, que de vouloir pousser cette idée jusqu'au bout et donc de monter ma propre marque. Mais en revanche, le rêve n'était pas d'avoir mon nom sur une marque. D'ailleurs, au départ, je voulais l'appeler Nid. Malheureusement, n'étant pas du tout dans le business et étant juste un créateur. Et vous étiez déjà très médiatisé chez Lancôme. Oui, j'ai eu la chance d'être énormément médiatisé. C'est ce qui m'a permis du reste de pouvoir monter ma marque sans avoir vraiment les moyens de la monter. Donc voilà. Damien ? Damien, pendant 15 ans, vous êtes maquilleur studio. Et puis un jour, vous en avez un peu marre de maquiller trop de belles filles. Et vous décidez d'avoir affaire à la femme du quotidien, la femme de tous les jours, en ouvrant un bar à maquillage à Paris. Et je crois que c'est un des premiers, ou le premier bar à maquillage qui existe à Paris. Oui. Ensuite, vous êtes lauréat en 99 du Makeup Artist Awards, ce qui change un peu votre vie, puisque vous intégrez, suite à cette distinction, la direction artistique de la marque ERA, groupe Amore Pacifique. Vous avez également travaillé pour Intercos, vous avez réalisé leur cahier de tendance, les visuels des cahiers de tendance. Vous avez publié un très très beau livre qui s'appelle Wake Up aux éditions Assouline, donc qui montre un aspect du maquillage, un aspect très, très artistique. Tout est vrai. Alors, donc pour ERA, depuis 10 ans, vous êtes directeur artistique de la marque ERA. Quelles sont les particularités du marché asiatique si on le compare au marché européen? La différence entre le marché asiatique, moi je ne connais pas beaucoup le marché asiatique, je connais bien le marché coréen sur lequel je travaille. Par rapport à la France ou à l'Europe, la grande différence, il y a plusieurs différences, il y a une différence culturelle. Là-bas, le maquillage fait partie de la culture, fait partie d'un rite. Chez nous, c'est plus festif. Le teint est différent aussi. Là-bas, le teint est très 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 important. Et puis, il y a aussi la position de la femme par rapport à l'homme. Il y a une modestie. En Corée, les femmes se maquillent, mais il ne faut pas que ça se voit. Les femmes sont très très élégantes, sont souvent très belles, très très élégantes. Donc il y a toujours des choix extrêmement judicieux. Et je crois que c'est la grande différence. On se maquille là-bas pour être belle, mais pas pour être trop en avant. C'est bien répondu? Oui, très bien. Je me sentais pas bien au début. Hein. C'est un tour de table. C'est encore moi? Non, on va passer à Nicolas. Nicolas, il est pressé de parler. Alors, Nicolas, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'est née votre passion pour le maquillage, en rencontrant notamment un maquilleur là-bas. Et à votre retour en France, comme un signe du destin, votre maman avait ouvert un institut, un salon. Et donc vous maquillez, vous en profitez. J'arrête de donner des interviews, parce que franchement, t'en connais trop. Et vous maquillez, votre sœur passe par toutes les couleurs. Dès qu'une cliente se présente, vous la maquillez, vous en profitez. Vous vous faites remarquer par la marque On Stage, une marque américaine pour laquelle vous allez travailler ensuite. Après avoir travaillé pour cette marque, vous avez quand même besoin d'apprendre le maquillage. Et vous vous êtes dirigé vers Dany. Bien sûr. Non, Dany. Donc vous faites l'école de Dany. En 84, vous passez chez Canal+, où vous devenez chef maquilleur. Vous aviez besoin d'apprendre la lumière, c'est ce que vous disiez, votre expérience entre autres. Et depuis 12 ans, vous êtes le directeur artistique de Givenchy. Ouais. Voilà. Alors vous êtes à la direction artistique de Givenchy, et c'est une obligation pour une maison, pour une marque positionnée haut de gamme, d'avoir un directeur artistique. Une obligation, non, je crois pas. Je crois que personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de marques qui n'ont qu'un directeur artistique, qui ne se sentent pas d'obligation
On pourrait peut-être leur rappeler que de temps en temps, c'est une volonté aussi de s'intéresser à plus loin, aller autrement. Mais il n'y a pas d'obligation d'en avoir deux. En avoir un, c'est formidable. Ne pas en avoir, c'est certainement un manque. Mais il n'y a pas d'obligation. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune obligation pour personne. Mais c'est vrai qu'en même temps, quelqu'un qui arrive et qui connaît bien nos métiers, on fait des métiers de patouille, on adore patouiller, on passe notre temps à ça, mélanger des trucs qui ne vont pas du tout ensemble, mettre de la poudre sous un fond de teint, toutes ces notions de tout d'un coup chercher la lumière, de recherche, c'est vrai, ce ne sont ni les marketing ni les marques qui peuvent se permettre d'aller au-delà de ça et de transformer certains produits. La vraie valeur d'un directeur artistique, et là j'anticipe la question suivante, je pense que c'est aussi de pouvoir voir un produit pour les yeux et d'en faire un produit pour le teint, parce que tout d'un coup il a une autre idée derrière. C'est des gens qui savent, on sait tous extrêmement rapidement transformer un produit A en un produit Y sans avoir peur et en briefant extrêmement précisément nos fabricants. L'avantage d'un directeur artistique, c'est des briefs, c'est des contacts directs avec les fabricants. Avant des couleurs, pour moi, ce sont d'abord des matières. C'est-à-dire que sans direction artistique, on a des matières un peu lambda. Avec une vraie direction artistique et regarder le travail de tout à chacun autour de la table, vous verrez que dans chacune des applications, Fred a fait un travail au niveau de ses textures absolument formidable. Nani, je n'en parle pas, ça fait trop longtemps qu'on l'a su, on la connaît par cœur, et en plus on l'adore. Donc voilà, elle a fait un vrai travail de recherche fondamental au niveau de ses produits, et je pense que c'est là la valeur ajoutée des directeurs artistiques. Merci. Alors Dany, justement, votre carrière ressemble à un vrai marathon. Courir vite, courir beaucoup, courir toujours. Est-ce que c'est le secret de votre réussite? Le secret de réussite vient de ce que tu as dit. Déjà, ça c'est évident, malgré mon grand âge, n'est-ce pas, puisque je suis la plus âgée maintenant, c'est d'avoir voulu faire beaucoup de choses. Parce que pour faire ce métier, pour en revenir, bon, moi j'ai créé une marque et donc quelque part monter un business, alors que je ne suis pas du tout, ni mon mari d'ailleurs, business people. Alors c'est déjà à la base un exploit d'avoir pu gagner de l'argent avec ce potentiel. Mais quand on parle que de ce métier justement, de créer une gamme, et aussi dont maintenant je joue le rôle de direction artistique, mais je le faisais avant, puisque je faisais tout de toute façon. Je pense que c'est aller très vite et aussi savoir se diversifier. Pour moi, les gens qui peuvent réussir dans ce métier, même en direction artistique, parce qu'il y a de tout et rien en direction artistique, vous le savez bien, c'est un mot qui ne veut rien dire. Pour moi, enfin, rien du tout. La création, pour moi, ne veut rien dire. J'ai fait une école d'art, je suis peintre et sculpteur, ce qui est donc sans doute le summum de la création. Après, c'est un mot vraiment, et dans ce métier, donc, ce que l'on fait, la création, on peut être grand artiste, sculpteur et pas rien y comprendre dans les formules, on ne pourra jamais faire de création de produits. Donc pour moi, vraiment la réussite dans mon métier et dans ce métier, c'est d'avoir vraiment la faculté de pouvoir apprendre très vite le métier des autres et le métier des gens qui nous entourent. C'est-à-dire que tous, on a absorbé, je pense, le marketing, la communication, la création, le laboratoire, le développement, le monde de la vente. Donc il faut faire très vite. Ils sont plus jeunes, ils ont fait très vite. Moi j'ai fait très vite aussi, parce que maintenant, ça y est, j'ai passé le stade. Pour moi, il n'y a que ça. Alors quand on parle uniquement de création, oui, je vais développer les couleurs parce que je sais le faire. C'est pas suffisant. Enfin, on sait très bien que c'est pas suffisant. Donc pour moi, c'est vraiment avoir la modestie et l'intérêt et aussi donc l'intelligence de savoir que pour faire ce métier et pouvoir réussir, c'est d'apprendre aussi le métier de ceux qui vont nous entourer et qui vont contribuer à ce qu'on puisse finaliser quelque chose. Alors ni les uns ni les autres on est chimistes, moi non plus, mais il est dans la salle mon chimiste quelque part. On doit se faire accompagner. Je n'ai même pas été à l'école d'ailleurs, donc j'ai forcément pas fait d'école de commerce. Donc j'ai appris bien sûr le marketing. Voilà, j'ai même appris, j'ai de bonnes notions maintenant sur la presse et les relations publiques. Hein, je me débrouille bien, j'ai bien appris des codes. J'ai fait bien sûr beaucoup de ventes en grand magasin, j'adorais ça, j'ai vendu à tout le monde. J'ai traîné les gars dans les labos, les usines de fabrication, pour décrypter les machines, parce qu'on va prendre ça aussi, combien on en fait, etc. Tu sais, je les ai réparés.
quelque chose, toi. Mais Dani, votre Mais c'est ça, investissement, donc c'est aller vite, c'est un vrai marathon. Quand on veut apprendre tout ça pour réussir, c'est un vrai marathon. allez vite et votre investissement est tel pour la marque que diriez-vous que vous êtes l'âme de Make Up Forever? Oui. Suis-je l'âme de Make Up Forever? Répondez tous. Et oui. Je peux pas, enfin, je ne sais pas répondre, parce qu'encore une fois, Make Up, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment une grande partie de ma vie. Je pense avoir essayé de redonner à tout le monde d'abord tout ce que je savais, tout ce que je connais, tout ce que je sais. J'essaie de le redonner tout le temps au quotidien, pour d'abord ça fait plaisir, puis aussi pour que tous ces jeunes gens là autour de moi, ça fait pleurer là, j'ai quelques visages en moi, continue ce travail. Donc c'est vrai qu'à travers ça, et mon personnage un peu atypique, mon âge et tout, oui, je dois être l'âme de... Alors, cette question, je la pose à Dani. Tous, vous pouvez intervenir parce que tous les conseils sont bons à prendre. Il y a peut-être dans la salle des marques qui se posent la question de prendre ou pas un directeur artistique. Quel conseil vous leur donneriez à ces marques qui souhaitent recruter un directeur artistique? Moi, je dirais qu'il faut le faire, donner mais la- en sachant à qui on va s'adresser. Parce que très sincèrement, c'est aussi, et je vais répondre, parce que bon, peut-être qu'ils n'oseront pas le dire. Moi, je le dis parce que encore une fois, tout le monde m'excuse. C'est qu'il y a dans ce métier, donc, et dans les gens qui veulent le faire, dans les maquilleurs, du tout et du rien, et que c'est un mot magique, directeur artistique. Donc tout le monde, bien sûr, pensez bien, tout le monde veut le devenir, et que si, justement, par rapport à tout ce que j'ai décrit avant, si on n'est pas capable d'apprendre tous ces métiers avant d'être un peu artiste, parce que je pense que c'est un ensemble qui vraiment fait qu'on est bon directeur artistique. Donc voilà, ça dépend. Moi, c'est un titre que j'ai toujours refusé, parce que je suis d'abord un artiste, j'ai commencé comme magicien, ensuite je suis devenu maquilleur, et que j'ai toujours voulu rester dans cet univers artistique, donc j'ai toujours refusé d'avoir ce titre de directeur artistique, même si j'en avais le rôle en tant que créatif. Quel conseil tu donnerais à une marque qui souhaite recruter un DA? Vers quel profil elle doit se diriger? Je pense qu'il faut déjà en voir d'abord plusieurs pour trouver vraiment le... Ah, problème de cafetière électrique, je suppose. Hein? Et donc voilà, je pense qu'il faut en voir plusieurs, et puis c'est aussi au directeur artistique de s'adapter aussi à la marque. Tu vois, il ne suffit pas d'être directeur artistique, d'arriver en disant, voilà, moi je vais vous créer ça. Quand on travaille pour des marques dites commerciales, il faut aussi s'adapter à la marque tout en apportant une personnalité aux produits qu'on va créer, mais il faut aussi que les produits se vendent. C'est aussi le but d'un directeur artistique, c'est pas simplement un monsieur ou une dame qui va créer des produits au gré de sa fantaisie. Il faut aussi créer en fonction de la demande des consommatrices et s'adapter à l'image de la marque. C'est beau ce que j'écris. Non, c'est pas vrai. C'était quoi la question? Quel conseil vous donneriez à une marque qui souhaite recruter un DA? Alors, moi déjà, voilà, pour la marque, c'est aussi de faire confiance à son DA. Alors, effectivement, DA, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout dans le maquillage. En plus de ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à beaucoup moins intellectualiser, à beaucoup moins donner de nom au maquillage. Il faut que ça reste simple, joli, futile. Il faut que ça reste du maquillage. Donc, je pense que voilà, les marques, si elles font appel à un directeur artistique, c'est qu'elles ont un manque. Et donc ce manque, justement, elles vont le combler en choisissant un bon directeur artistique. Ou un bon, je dirais plutôt, directeur créatif. Mais au-delà de ça, si dans l'équipe de cette marque, tout le monde pense être l'artiste, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut vraiment que le directeur artistique soit à l'écoute du marketing, comme le disait Dani, à l'écoute du service presse. Enfin voilà, parce que c'est pas que... Nous, notre métier de créatif dure quoi? Je dirais c'est 5% de notre travail. Tout le reste, c'est d'être VRP, d'aller vendre le produit. Le monde de la vente, Tout à la fait. logistique, la fabrication. Donc il faut que chacun, je dirais, garde sa place pour que chacun puisse vraiment travailler en équipe de la meilleure façon qui soit. Nicolas, tu souhaites intervenir sur le sujet?
je pense que le drame avec Fred, c'est qu'il parle extrêmement bien. C'est un garçon qui s'exprime, alors voilà. Et je pense que c'est aussi ça, Léa. C'est quelqu'un qui arrive à rêver, faire rêver les gens. Je pense qu'il a vraiment fondamentalement raison. Une marque qui veut s'inscrire avec une direction créative autour d'elle, il faut qu'elle apprenne à le comprendre, à l'écouter, à exécuter. Et ça va dans tous les sens. Avec une petite notion, et là encore Fred a raison, mais à chaque fois qu'il parle, je ne peux dire qu'il a raison, sauf que je veux développer un tout petit peu, et c'est vrai que dans beaucoup d'écoles de marketing aujourd'hui, on vous apprend à être créatif. Et à travers les textures, à travers le maquillage, et à travers les applications, à travers le rêve, à travers les femmes, à travers leur quotidien, on ne peut pas tout faire. Et il arrive à un certain moment, un créatif a besoin d'être drivé par un marketing parce qu'il va apprendre beaucoup, il doit être comme une éponge, tout absorber, faire du tri de temps en temps, mais absorption permanente, et ça c'est clair. Et il faut que ce soit d'un commun échange, d'un commun accord et surtout d'une confiance sans faille. À partir du moment où dans toute cette aventure entre une marque et une personne, il y a une faille, ce n'est pas la peine de continuer. Mais on le voit, on prend deux personnes dans le marketing, il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas tout à fait d'accord avec le principe global de la maison, finalement son seul et unique porte de sortie, c'est de quitter la marque. Parce que si on n'a pas envie de l'écouter dans ce qu'elle a envie de dire, et dans la façon dont elle s'exprime, bien évidemment, il faut en changer. Et il faut aussi que ces gens, qu'ils soient créatifs ou dans le marketing, ne souffrent pas et soient extrêmement fiers au quotidien, jour après jour, de leur travail, de ce qu'ils mettent sur le marché, de la façon dont ils communiquent autour et de la façon dont la communication est reprise et relancée par d'autres personnes. Alors il faut avoir un suivi global de tout ça, mais chacun à sa place, c'est formidable. Isabelle, vous disiez que vous aviez souffert du fait que le métier de maquilleur et de directeur artistique aussi soit cloisonné, qu'il y avait un directeur artistique spécialiste en ongles, on va dire, l'autre en texture, etc. On vous l'a reproché à un moment donné de votre carrière de trop vous éparpiller, de trop vous intéresser à des domaines. Oui, ça c'était un peu au début de mon parcours, on me disait effectivement souvent que j'étais éparpillée, mais ça c'était vraiment au début dans le parcours du maquilleur. C'est vrai qu'on aime bien pouvoir mettre les gens dans des cases, ou tout du moins dans des familles. Les maquilleurs de mode voilà, ont un métier particulier, c'est vrai que c'est un univers bien à part. Le maquilleur à la télé va travailler d'une toute autre façon. Et le travail sur les ongles aussi, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Et le fait d'aller travailler un petit peu dans ces sphères différentes, au début, était plutôt perçu de façon assez négative. On me disait effectivement que j'étais éparpillée. Alors 20 ans après, on me dit que je suis polyvalente. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que je réponds justement aux problématiques souvent très différentes des marques, et aussi que justement l'intérêt d'aller dans des sphères comme ça très différentes, c'est qu'elles se nourrissent les unes par rapport aux autres. On voit bien avec les parcours de chacun. Le fait de venir d'ailleurs, ça permet de mélanger un petit peu des choses et d'avoir des idées qui ne sont pas forcément les idées attendues et celles qu'on a l'habitude de voir. Et justement, direction artistique, vous avez un profil intéressant puisque les marques dont vous êtes sur le mass market pour Debbie, Déborah, Rouge Baiser, et ce sont des marques aussi qui vendent beaucoup de vernis. Alors, le vernis, à quelle innovation peut-on s'attendre ces prochaines années? Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Les innovations, je n'ai pas forcément de grands scoops, en tout cas, les tendances, je dirais qu'on continue, il y a un vrai boom du vernis en ce moment. Comment vous l'expliquez Comment vous l'expliquez ce boom? Pas d'explication vraiment précise, en tout cas, il y a eu un regain vraiment au niveau de la couleur dans la mode en général. Je pense que c'est un peu la crise et l'après-crise. On a eu envie de se changer les idées et de s'amuser un petit peu. On en a tous un peu besoin. Et les ongles permettent d'avoir un accès rapide et immédiat à la couleur et beaucoup plus facile et beaucoup moins engageant que sur le visage. C'est difficile pour tout le monde de maîtriser le maquillage. Appliquer du vernis à ongles, c'est quand même assez facile. C'est pas engageant dans son style et dans ce qu'on affiche. Alors que sur le visage, c'est quand même plus délicat d'oser des choses. Donc voilà, ce côté très accessible et très immédiat, je pense, permet vraiment ça. Et puis, on avait aussi du retard par rapport à d'autres marchés. Je pense aux États-Unis ou au Japon, par exemple, où là-bas, les ongles
son roi depuis vraiment très longtemps, donc on rattrape un petit peu ce retard-là. Donc ce qui va continuer à arriver, c'est la couleur. On a encore de belles saisons où toutes les couleurs vives, les couleurs très pop vont continuer à prendre leur place. On n'a toujours pas résolu le problème des pigments fluo, par exemple. On a très envie de jouer avec ça. Pour l'instant, on n'a pas encore, au niveau des législations, le droit de jouer vraiment avec. Donc il y a encore un domaine à explorer. On peut encore s'amuser avec ça. Il y a aussi tout le domaine des effets spéciaux, entre guillemets, sur les ongles. En ce moment, on voit beaucoup de vernis qui craquent. Il y a des vernis qui font des taches. Il y a des vernis qui réagissent avec des aimants en créant des motifs. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment nouvelles pour les fabricants, mais qui, par contre, prennent leur place maintenant sur le marché, puisque les femmes ont passé le pas, s'amusent avec leurs ongles. Et du coup, maintenant, ça devient de vrais succès commerciaux, ce qui n'était pas le cas quelques années auparavant. Merci. Max, votre spécialité, là, vous travaillez actuellement sur la nouvelle gestuelle. Vous cherchez de nouvelles gestuelles pour Rexam. Alors, comment ça se passe quand on cherche de nouvelles gestuelles en maquillage? Vous travaillez sur quoi? De nouvelles textures, de nouveaux applicateurs? Alors, ça, c'est un domaine un peu nouveau pour moi et qui est devenu une véritable passion parce que je continue à travailler sur des textures, sur des couleurs avec un autre groupe. Mais la gestuelle, c'est quelque chose de tout à fait important. Et je pense que Fred me rejoindra sur ce point. La magie m'a beaucoup aidé. Elle m'aide dans le sens où j'essaie de trouver, un peu comme quand on fait un tour de magie, on essaye de l'adapter à sa propre personnalité, avec des gestes peut-être plus faciles. Et avec Rexam, j'ai réussi, puisqu'il y a 2 innovations qui vont voir le jour, de travailler sur une nouvelle façon, par exemple d'appliquer le mascara, d'appliquer le rouge à lèvres. J'en veux beaucoup à Nicolas qui a eu l'idée de ce fabuleux mascara, que je trouve génial, et je m'en veux de ne pas avoir eu l'idée avant. Et c'est de travailler une nouvelle façon d'aborder le maquillage, par exemple sur le maquillage des lèvres, comment appliquer différemment du rouge à lèvres, comment appliquer différemment un fond de teint. Donc ça me passionne vraiment. Alors c'est pas du tout des textures, c'est pas du tout des couleurs, c'est vraiment sur le packaging, et je trouve ça vraiment fabuleux parce que c'est finalement on décortique un pack pour essayer de l'améliorer, et c'est une gestuelle nouvelle, un peu comme le fait Fred avec sa collection maquillage, qui a lui également la fabuleuse idée de trouver une nouvelle façon d'aborder le maquillage. Voilà, donc pour vous, c'est une innovation gestuelle, la gamme de Fred. Est-ce que vous en avez constaté d'autres sur le marché? Le mascara, déjà, le mascara, et puis... le Phenomenize. Voilà, Dany qui sans cesse travaille sur de nouvelles textures, à part... Oui, voilà, plus texture, donc entre la gamme HD. Mais moi, je pense réellement, et c'est comme ça que j'aborde ce métier-là que je fais depuis 2-3 ans, c'est d'amuser les femmes avec le maquillage. Moi, j'ai toujours eu dans l'esprit que les femmes devaient s'amuser avec le maquillage. Le maquillage doit être un plaisir et non pas une contrainte. Et souvent, quand on le voit dans les magazines où on explique comment appliquer le fond de teint, on a toujours l'impression que c'est très difficile, alors qu'on doit justement apporter aux femmes une solution simple avec un résultat professionnel. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes créations maintenant packaging. D'accord, et vous avez un deuxième thème qui vous intéresse, le maquillage anti-âge. Oui. Alors, pourriez-vous me dire ce qu'on entend par maquillage anti-âge? Si j'avais eu plusieurs vies, moi j'aurais adoré être chirurgien esthétique. Vous seriez passé entre mes mains les enfants. Et ça, je trouve que c'est... Parce que qu'est-ce que recherchent les femmes Qu'est-ce que recherchent les femmes à travers le maquillage? C'est d'abord d'être belle et de paraître plus jeune. Une femme qui va utiliser un fond de teint a plus envie qu'on lui dise « Ah bah tiens, aujourd'hui ma chérie, t'as une superbe peau », plutôt que de s'entendre dire « Ah bah aujourd'hui ma chérie, t'as un très joli fond de teint ». Donc il faut jouer sur l'invisibilité des textures. Et moi, je suis vraiment un passionné de chirurgie esthétique, et je travaille donc avec ce groupe dont je n'ai pas le droit de citer le nom. Et on travaille justement sur de nouvelles textures, sur une nouvelle approche du maquillage anti-âge. Et ça, c'est une véritable passion. Fred. Oui, je travaille pour moi. Donc,
Tout à l'heure, vous nous disiez que votre gamme ne devait pas s'appeler initialement Fred Farrugia, mais Nid, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est... Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je suis pas trop, je n'étais pas trop businessman à l'époque, donc je connaissais pas les us et coutumes, et je suis allé à l'INPI pour déposer le nom Nid, et pensant que j'allais le déposer pour le monde, j'ai déposé pour la France, bien que le prix me semblait pas trop élevé. Et quelqu'un de très attentionné à côté de moi a dû justement comprendre le hic et donc l'a déposé, mais 2 minutes après, pour le monde. Donc du coup, j'ai loupé le nom Nid. Et de toute façon, Sephora, quand on a conclu notre collaboration, ils ont imposé d'avoir mon nom. Votre nom. Donc au fond, la question qui suit était pour vous. Le directeur artistique n'est-il pas l'égérie de la marque? Oui, on vient l'égérie, bien que ce n'est pas une égérie, on va dire, visuelle. Comme on disait tout à l'heure pour Dany, quelque part, si on travaille pour une marque, là, effectivement, on va plus, je dirais, être ambassadeur. En revanche, quand on travaille pour sa propre marque, on va plutôt, oui, essayer de créer l'âme de la marque et non l'image comme pourrait le faire une égérie. Êtes-vous proche de vos clientes? Obligatoirement. Vous les rencontrez régulièrement? Oui, sans ça, je n'arriverais pas à avancer. Et vous, vous tous, est-ce que vous cherchez le feedback des clients, de discuter avec eux? C'est indispensable. Je pense que c'est à la base de notre métier, tu vois, si on n'est pas à l'écoute des consommatrices, il vaut mieux aller cultiver son jardin, tu vois. Moi j'adore d'ailleurs aller sur les blogs, bon c'est des fois c'est violent, hein. Vous en prenez, mais alors... ah ouais, c'est terrible. Mais en même temps, voilà, ça sert. Bon déjà... Oui, bien sûr. Ah, on prend tout en pleine tête. Hein. Je pense que dans ce métier, enfin bon, ceux qui ont leur propre marque le savent, mais les autres, je pense qu'il y a 2 points extrêmement importants dans votre produit. C'est, à mon avis, bon, alors, je parlais de la création. Je suis dans ma voiture et j'imagine faire, bon, c'est important, c'est important. Après, il y a la concrétisation donc, de cette création avec chimistes, laboratoire de développement, petits groupes, voir naître la formule, c'est absolument magique. Après, bien sûr, il y a toute la phase fabrication, etc., très lourde, c'est très important, mais c'est pas aussi important que le moment où le bébé naît à peine, voilà, pas bien fini dans une petite gamelle, est très important, et au moment où le produit est dans la main d'une personne, voilà, d'une vendeuse, d'un vendeur, je sais pas quoi, dans la main, et qu'il atterrit dans le sac de la cliente. Moi, c'est le moment le plus important. Il faut arriver à ça. C'est pour ça que je ne néglige jamais le monde de la vente. Et c'est vraiment, c'est basique. Hein. Parce qu'on peut tout faire. On peut être génial, on peut avoir une marque extraordinaire, on peut avoir de très bonnes idées, on peut avoir communiquer, avoir de l'argent pour le faire. Si on a personne qui sait le vendre, ça ne marchera pas. Vous savez tous aussi. Hein. Et je crois qu'aussi, ce qui compte le plus, c'est pas vraiment l'acte d'achat, c'est l'acte de réachat. Parce que s'il n'y a pas de réachat, c'est que quelque part vous vous êtes planté. Hein. Donc on peut leurrer quelqu'un, on peut leurrer une acheteuse une fois, mais pas 2 fois. Donc je crois que le couperet tombe très vite. En revanche, je ne sais pas si tu es d'accord ou si tu as la même vie que la mienne, mais moi j'ai l'impression que dans notre métier, en fait, on essaye que de convaincre. À chaque moment du processus de création, vous devez convaincre la personne du marketing pour la faire rentrer dans votre histoire et qu'enfin... Donc, tu as raison, tu vois. Moi, voilà. Parce qu'on est une petite tribu, mais pour des gens comme vous qui immédiatement être rentrés dans des maisons, enfin je veux dire, pas forcément avec des amis et une petite communauté, une petite famille comme moi, je pense qu'effectivement, parce que déjà chez moi, c'est déjà... On en rit, parce que quelquefois on joue à cette lutte qui doit être protocolaire, symbolique. Si on ne l'avait pas, ce serait pas rigolo. Mais je pense qu'on n'irait pas aussi loin non plus. Mais pour vous qui avez travaillé dans d'autres... moi j'ai travaillé que chez moi, donc c'est beaucoup plus facile. Ça doit être... Enfin, oui, c'est très lourd des fois. C'est très lourd. Et en plus, c'est vraiment jusqu'au bout, parce que après vous devez convaincre la vendeuse de vendre votre produit. Parce que si la vendeuse n'est pas convaincue... D'où l'éducation, c'est très important aussi.
On n'en parle jamais, l'éducation dans les marques. Tout à fait. Le marketing revient souvent dans vos propos aussi. Ça revient constamment dans les interviews. Bon, Je vais la poser à Damien, mais tous vous pouvez intervenir. Parce que justement, Damien souligne dans une de ses dernières interviews un manque de collaboration entre les laboratoires, le marketing et la direction artistique. Donc, les sociétés donnent-elles les moyens aux DA de s'exprimer? Et aussi, est-ce facile pour les sociétés de s'adapter aux exigences d'un DA? Parce que là, tous, vous êtes contre le marketing presque. Mais est-ce que... Enfin, pas du tout. Non, non. Voilà. En fait, c'est comme dans un mariage, quoi. Voilà. Il y a des moments géniaux, il y a des moments moins géniaux, mais en même temps, on a vraiment besoin du marketing pour exister, et le marketing a vraiment besoin de nous aussi pour exister. Donc, quelque part, voilà, au contraire, je pense que le but, c'est d'arriver à ce qu'on crée vraiment une osmose avec toutes les équipes, que ce soit la presse, que ce soit le marketing, que ce soit... Voilà, c'est une vraie Et pour le faire, on doit apprendre ce métier, c'est ce que je disais, parce qu'il y a des directeurs artistiques, alors moi je connais, hein, ayant une académie d'école, alors forcément des maquilleurs, j'en ai un peu dans tous les styles, et j'ai des stars aussi, tous les jours j'ai des stars. Et encore une fois, si on n'apprend pas, on n'a pas la modestie en tant que maquilleur, même brillant, même très doué, en tant que prestation de maquillage, voire même artiste, si on n'apprend pas du tout le métier des autres, incluant donc le marketing, ce que j'ai à apprendre, c'est ce pourquoi ça existe et ce pourquoi aussi on peut travailler avec eux et en quoi on peut être utile. Comme la com, c'est exactement la même chose, ou le monde de la vente, qu'il faut aussi apprendre pour ceux qui n'ont jamais fait. Si nous, les directeurs artistiques, on n'apprend pas ces métiers-là, eh bien on ne pourra jamais être considéré par des gens qui ont fait d'ailleurs de très longues études pour arriver donc à leur poste, alors que nous, non, pour la plupart. Qu'on se considère comme des artistes, donc, alors le monde de l'art, c'est assez, voilà, c'est pas très palpable. On entre dans un monde donc, de gens qui ont vraiment un parcours, qui ont fait des études, qui ont dû aussi travailler longtemps avant d'acquérir voilà, des plans de carrière avec des postes évolutifs, etc. Et puis souvent les directeurs artistiques, ça fait comme des fleurs. Je suis un artiste, prenez-moi, j'ai beaucoup d'idées. Ben non. Oui, ben non. C'est pour ça que lorsqu'on dit ben, c'est quoi un directeur artistique et faut-il en prendre un, je dis si, mais ne prenez pas ceux-là. Allez chercher donc, dans le monde du maquillage, parce qu'il y en a plein, et dans des arts, des gens qui ont vraiment eu envie, qui l'ont déjà fait. Parce qu'il y a beaucoup de maquilleurs qui sont entrés donc, dans les marques, qui sont des directeurs artistiques, puis qui ont bien appris tout ce que je vous ai dit, le marketing, la vente, etc. Et après, ils peuvent devenir directeur artistique. Bon, on ne peut pas devenir directeur artistique si on n'a pas assimilé, voulu, appris les codes de ceux qui nous font travailler. Comme ça n'existe pas, ça. Hein, ce serait trop beau. Hein, voilà. Non, c'est pour ça que je redis, on n'a vraiment rien contre le marketing. ça vous fait parler au moins. C'est pour vous provoquer. Bien au contraire. Bien au contraire. Non, tout au contraire. C'est vrai que l'intérêt d'une marque, c'est la bonne collaboration entre le marketing et le directeur artistique. Moi, je voudrais réagir quand même sur le fait, sur le mot directeur artistique. En fait, c'est pas est-ce qu'une gamme doit engager un directeur artistique. C'est pas la bonne question, c'est pas le bon terme en fait. Là où je réagissais par rapport à mon interview, c'était est-ce qu'elle doit engager un maquilleur, un vrai. Et ça c'est un point essentiel. Je veux dire, parce que je le dis souvent dans mes interviews, parce que j'en donne beaucoup. Hein. Et on n'ouvre pas un restaurant sans un grand cuisinier. On ne fait pas une gamme de vêtements sans un styliste. On ne fait pas un parfum sans un parfumeur. Et aujourd'hui, on fait des gammes de maquillage sans maquilleur. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que c'est la négation de notre métier. Parce que c'est un métier. Je veux dire, ça ne vient pas du jour au lendemain. On sait ce qui rend les femmes belles ou pas. On sait ce qui fonctionne ou pas. Et c'est aussi ça le rôle d'un directeur artistique. C'est le rôle d'un directeur direct. Alors le rôle d'un DA, plus simple, hein, le rôle d'un DA, c'est d'anticiper ce que la cliente, c'est de lui proposer de nouvelles choses, de proposer une continuité, d'avoir une vision et d'avoir surtout un respect de l'identité de la gamme elle-même. Oui, c'était quoi l'autre question? Parce que j'ai passé mon tour tout à l'heure, donc là, j'ai pas l'intention. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'on a les questions et les réponses. Hein.
Mais moi, j'ai pas mes lunettes, alors je peux pas, je suis obligé de faire en direct. Merci. Alors, une question à Nicolas, Fred et Dany. En France, on a deux grands groupes qui drivent une bonne partie des marques de maquillage, L'Oréal et LVMH. S'il y a une concurrence certaine entre les deux groupes, est-ce qu'il y a une entente entre les marques d'un même groupe? Tu commences ou je commence? Eh bien, écoutez, il ne faut pas rêver. Il y a une entente parfois. Voilà. Et je pense qu'on a de la chance d'ailleurs dans notre groupe. Bernard Arnault est là, non? On a de la chance dans notre groupe parce qu'en fait, disons les makers stars, les DA, etc. En fait, on se connaît assez bien. Voilà. Et on a. C'est très rare. C'est un hasard quelque part. Et on a donc de bonnes relations. Mais je pense que si ce n'était pas comme ça, non, on n'a parfois pas du tout dans un groupe de bonnes relations avec, à certains niveaux, n'est-ce pas? À certains niveaux, non, parfois on n'a pas de bonnes relations, enfin, soyons clairs. Pourquoi? Parce qu'on est finalement concurrents. Enfin, je veux dire, on est concurrents. Souvent, dans certains groupes, le fonctionnement de la marque est très individualisé, ce qui est le cas. On va parler de notre groupe. C'est un peu ça. Donc, c'est vrai, quand je dis concurrent, pas exagérer non plus, mais c'est vrai qu'on a des structures différentes, nos chiffres à respecter dans le monde de la vente, elles sont très concurrentes. Hein. Vous êtes sur le sol, comme disent les Canadiens, dans un grand magasin où il y a donc, des marques de groupe et les petites vendeuses, elles sont concurrentes, ça c'est clair. Mais donc, c'est vrai, oui. Alors après, à haut niveau, non, parce que forcément, on est entre nous, et je parle aussi, je ne vais pas parler de marketing, mais à des postes de cadre, ou de dirigeants, de directeurs qui se rencontrent, non, il n'y a pas de concurrence, vraiment. C'est plus au niveau du résultat, du tir orchestre, de ce qu'on connaît tous. D'ailleurs, on a tous vécu. J'ai vécu des moments de vente avec Fred. On s'est retrouvés tous les deux hein, sur le comptoir. Là, on vendait tous les deux quelque part. Hein, c'est très rigolo. Mais c'est vrai que c'est normal. Aussi, j'adore ça. Si on n'a pas vendu grand-chose, on a parlé pendant 2 heures. Ça a toujours été mon fantasme. On n'a rien vendu, je te signale. On n'a pas poté pendant 2 heures. Et Nicolas, alors, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Je dirais que finalement, toute marque à l'intérieur d'un groupe, et Dieu sait, et Daniel sait, qu'à l'intérieur d'LVMH, il y a beaucoup de marques de maquillage. Finalement, quand on se rencontre, on se dit bonjour, nous sommes des gens extrêmement polis, avec une éducation. Ça s'arrête là, on ne parle pas de produits, et tant qu'on ne parle pas de produits, on ne parle pas de développement, c'est très difficile pour nous de parler de produits, puisque Dany, comme Fred, comme de tout le monde à table, on est en train de travailler sur finaliser 2012 et on est tous en train de partir sur les nouvelles collections 2013. Et c'est totalement impossible de venir partager ou d'aller partager même avec le directeur artistique ou un créatif d'une autre marque ce que l'on a en tête parce que tout d'un coup on va en dévoiler beaucoup. Et à partir du moment où on donne 3 mots-clés, tout le monde sait à travers ces mots-clés où on veut, où on cherche à aller. Donc bien sûr qu'on s'aime bien, bien sûr qu'on a des vraies relations, bien sûr quand on se croise. La dernière fois j'étais à New York, je sortais de mon hôtel et tout d'un coup j'ai eu quelqu'un qui m'appelle en disant Nicolas, c'était Dany qui était là et tout d'un coup ça devient super rigolo, se faire un gros bisou. Elle ouvrait sa boutique à New York avec Sephora, une très grosse boutique sur Soho, c'est ça. Voilà, je suis allé le soir, etc. Et c'était formidable de se retrouver avec elle, mais il y a des sujets qu'on ne va pas aborder d'une façon spontanée, qui sont des sujets de recherche. C'est nos recherches. Ça dépend nous deux. Est-ce que vous Oui, pouvez... parce qu'on s'aime, nous, donc on se dit tout avec Dany. Effectivement, quand j'étais chez Bourgeois, j'avais un petit problème sur un visuel, j'appelais Dany, j'allais la voir, elle me conseillait. Je regrette que ça se fasse plus. Enfin, j'aimais bien, parce que je suis vraiment très partageuse. Bon, là, tout le monde le sait, Dany. C'est vrai que je trouve ça désagréable, ce côté très intimiste ou secret, alors qu'on va tous plus ou moins faire la même chose du temps. Ouais. Mais c'est un peu dommage, oui. Est-ce que vous prenez le temps c'est pas le fait de ne pas vouloir en parler. On en parlait tout à l'heure avec Fred. Moi, je travaille pour le groupe Rexam où j'ai créé de nouvelles gestuelles maquillage. Et comme on est des gens honnêtes, on est liés par des contrats de confidentialité.
Donc voilà, ce n'est pas le fait de dévoiler ou de ne pas dévoiler, c'est le fait de respecter la marque pour laquelle on travaille. Est-ce que vous prenez le temps de tester vos produits les uns les autres, de fouiller, Oui. Oui, bien sûr. C'est impossible de créer un produit sans avoir un son, une image, une application. Il est hors de question de mettre sur les marchés un fond de teint qui tout d'un coup se met à crisser. Et on ne l'entend crisser que quand on l'applique, quand tout d'un coup on l'écoute, que quand on lui donne, et on se donne à lui comme il se donne à nous. Les premiers moments où il arrive sur notre table sont des moments qui sont extrêmement intéressants. C'est parce que je veux dire, en fait, tester les produits de vos confrères. Oh, des produits des confrères, oui, pour dire bonjour, certainement, mais les produits des confrères, la vraie difficulté, c'est que vous êtes en train de nous parler des produits des confrères qui sont sur les marchés. Nous, on est en train de penser à des produits qui ne sont pas sur les marchés et qui vont arriver en 2013. Il est presque, moi aujourd'hui, je regarde mes collections qui sortent en 2011, celles qui vont sortir maintenant, je dis, mais vous êtes encore sur cette antiquité. Parce que ce sont des produits presque antiques pour moi. Parce qu'il est évident qu'on est barré tellement plus loin, donc quel drôle d'intérêt d'aller écouter. On n'est pas des marketeurs. Le rôle, alors, autant un marketing peut aller benchmarker dans tous les sens, et Dieu sait, on le sait, qu'il y en a qui le font tout le temps, parce que d'abord, ils n'ont que ça à faire, et ils n'ont pas d'autre, justement, parce qu'il n'y a pas de créatif. On prend la couleur d'un tel, la texture d'un tel, et puis on donne tout ça à un labo, on dit débrouillez-vous et faites-moi la couleur. Ça, c'est un travail de marketeur. Nous, notre rôle, il n'est pas là. Notre rôle, il est pensé à des produits qui n'existent pas. Donc, à partir du moment où on nous demande de nous d'aller au-delà, d'aller plus loin, de rêver plus loin, c'est pas d'aller écouter ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, puisque encore une fois, c'est obsolète, c'est vieux, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est 2013, il n'est pas 2011. Vous tous, pareil? Non, moi je pense, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'on le fait tous. Quand je vais dans un pays étranger, ou, parce que j'ai pas le temps de faire de shopping en France, donc c'est souvent quand je suis à l'étranger que j'ai plus de temps. Et d'ailleurs, si on achète de la concurrence, je demande personnellement, il y a des gens qui travaillent pour d'achat concurrence, même si effectivement aussi je suis sur 2013, donc comme tout le monde d'ailleurs, forcément on est tous. Je ne connais pas tout ce qui s'est fait en 2010, ni en 2009, ni en 2000, voilà. Et quand je ne connais pas, je regarde parce que je me dis qu'il y a, c'est pas forcément, c'est sûr que la technologie est importante, mais pas à ce point-là. On ne va pas découvrir non plus avant 2015 quelque chose qui va faire une mayonnaise, une formule, parce qu'on aimerait bien d'ailleurs. Donc c'est toujours intéressant, et c'est souvent d'ailleurs dans d'anciennes formules, d'anciens produits, où moi finalement je vais retrouver un sens. Je suis très rationnelle. Moi, la création, encore une fois, je la rationalise un maximum. Un sens à un truc, vous pensez à quelque chose, bien souvent, je dois dire, bien souvent. Donc, pour moi, si je considère, moi, à travers d'autres yeux, les assistants, etc., oui, si, je suis très intéressée par la concurrence. Moi aussi, j'adore regarder ce que font mes confrères, non pas pour les copier, ni pour m'en inspirer, mais juste pour savoir si effectivement je suis sur la bonne direction ou pas. Et puis aussi, des fois, de me dire « Waouh, j'aurais adoré pouvoir créer ce truc-là, quoi, j'adore !» Ça donne des idées. Voilà, ça donne plein d'idées. Avoir des idées. Non, le mascara, la ligne HD, enfin, je pourrais citer des tonnes de produits que j'ai adorés. Et aussi, moi, je me suis même inspiré de produits que j'ai adorés, qui ont marqué ma jeunesse, mais bien sûr, mais j'ai pas honte de le dire, et vraiment, par exemple, Max avait sorti dans les années 80 un blush orangé qui s'appelait Orange Brûlé. Bon, je l'ai en mémoire seulement, mais bien sûr que je l'ai recréé. Et peut-être qu'il ne lui ressemblera pas du tout au final, parce qu'il faudrait qu'on voit, mais effectivement, je m'en suis inspiré. Des choses de Dany, pareil, enfin même de tout le monde. Donc voilà, c'est un métier qui se vole. Donc si on ne voit pas ce qui se fait à côté, il y a un moment donné où vous allez être en panne sèche. Mais pareil, il n'y a pas que le maquillage, il faut être curieux de tout pour pouvoir créer. Il faut vraiment s'intéresser à tout et à rien pour pouvoir vraiment avoir le cerveau suffisamment rempli d'informations pour qu'au moment où vous en avez besoin, l'information ressorte. C'est exactement, là on parlait de la couleur, mais c'est exactement pour le packaging. Moi je m'inspire de packs déjà existants en me disant, mais bon, si ce pack, je l'imaginais de cette façon,
pour optimiser, pour simplifier la vie des femmes, et ça part toujours à la base d'un produit, enfin d'un pack déjà existant, ou d'une couleur, ou d'une texture. Moi, chez Bourgeois, je me servais bien sûr tous les produits de la concurrence, et d'un produit déjà existant, j'essayais d'apporter ma personnalité à, pourquoi pas, un produit qui existait déjà sur le marché, et en faire quelque chose d'autre. Fred, je vais revenir à vos produits. Vous parliez de vos produits. Le fait de vouloir faire entrer toutes les matières, toutes les textures dans des modules, est-ce qu'il n'y a pas eu des défis techniques à un moment donné pour certaines... Il n'y a que ça. Il y a des défis techniques, à part pour les poudres, puisque là, ça pouvait se compresser facilement. Mais moi, en plus, j'avais des idées assez folles, qui étaient par exemple pour mon fond de teint. Je voulais vraiment avoir un fond de teint fluide qui puisse être contenu dans un cake. Donc, il y a un moment donné, il fallait bien trouver les éléments nécessaires pour pouvoir le créer. Donc, en fait, pour pouvoir créer mes produits, d'ailleurs, ils m'ont pris pour un dingue dans les labos, mais tous les labos. Parce qu'en fait, j'ai vraiment été à l'inverse de ce que l'on avait l'habitude de faire. Donc, par exemple, au lieu de mettre de l'huile dans mes fonds de teint, moi, j'ai mis de la cire. Au lieu de mettre du talc dans mes poudres, moi j'ai mis de l'huile, etc., etc. Donc du coup, on a réussi effectivement à pouvoir tout inclure dans ces petits godets. Et j'espère qu'on arrivera encore à trouver d'autres formules pour pouvoir encore aller plus loin. Et puis ce qui est génial dans la gamme de Fred, que j'ai bien sûr, que j'ai acheté, c'est qu'avant je me baladais, puisque moi je voyage pas mal et je fais pas mal de plateaux télé, c'est qu'avant je voyageais avec une grosse mallette, maintenant je voyage avec un petit sac à main. J'ai pris un petit Chanel, tout bête, et tout le maquillage est dedans. Nicolas, il y a un tout nouveau mascara qui sort là en ce moment, vous tournez pour le mascara des mesures, partout. Ça veut dire tout de suite. On revient, je t'arrête tout de suite. Le mascara, j'ai une très mauvaise nouvelle sur ce mascara. Malheureusement, on a eu un vrai problème qui s'est développé il y a quelques jours, sur lequel on a eu une compatibilité d'une brosse qui a été changée de son orientation principale, et le mascara est remis à des calendes grecques. Malheureusement, voilà, on était un peu planté par un fournisseur qui a changé une matière dans un plastique, et cette matière n'est plus compatible avec la matière, donc nous devons retravailler la totalité du système. Je crois qu'on a tous le même. Voilà. Tous le même. Donc on a pris le même fournisseur, c'est ça, il est là. On a un truc à lui dire. Vous êtes démasqué. Tant mieux, ça amène une question, parce que là on évoque à tous vos success stories, quelque part, vos beaux parcours, mais avez-vous connu à un moment donné des flops, des ratés, que ce soit sur un visuel ou un produit? Donc là ça me fait penser à un flop qui s'est produit sur le mascara, vous en avez connu? Vous avez des anecdotes? On va pas appeler ça un flop, là c'est plutôt... Industrialisation. Ouais, voilà, c'est c'est pas vraiment un flop, c'est un truc qui fait très mal, surtout quand on travaille 2 ans sur un produit et que d'un seul coup on vous annonce qu'il y a un problème technique qui vous empêche de pouvoir le sortir. Je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant. C'est 2 ans de votre vie quand même. C'était... Alors non, c'est pire que ça, c'est qu'on avait fait le lancement mondial. C'est ce qui m'arrive moi aussi. Là ça m'est arrivé avec un anti-cernes. On disait qu'effectivement, on pouvait aussi arriver à sortir un produit, de faire un super succès avec ce produit, et d'un seul coup, au bout d'1 an et demi, vous apercevoir qu'il réagit mal à la lumière. Et il devient tout blanc. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, donc là, à ce moment-là, moi, je ne peux pas appeler ça un flop, j'appelais ça vraiment une catastrophe. Après ça, les flops, nous, on ne les voit pas vraiment, les flops. En plus de ça, et c'est aussi un message que j'envoie aux marques, c'est que quand on crée une collection de maquillage, il ne faut pas confondre collection de maquillage et succès commercial. Pourquoi? Parce qu'on se sert d'une collection de maquillage pour apporter une image à la marque. Et ensuite, on va travailler des produits tout au long de l'année qui, eux, vont faire partie du catalogue, et où là, il faut effectivement apporter une touche commerciale. Mais en revanche, les collections sont vraiment faites juste pour faire rêver. Aussi bien ce serait la même chose pour une collection de vêtements, et après on va ressortir de cette collection des produits qui seront eux destinés au commerce. Mais en revanche, la plupart des produits les plus intéressants, et ceux qu'on va justement voir dans la presse, généralement ce sont justement des produits qui sont créés pour créer le buzz.
Donc, je ne sais même plus pourquoi je disais ça, c'est un message que j'avais envie de lancer aux marques. Mais donc voilà, et souvent les marques attendent justement des grands succès. Et par rapport au flop, justement, sur une collection, on ne peut pas vraiment parler de flop. Au contraire, surtout quand on voit qu'on a réussi à tenir l'affiche pendant plus de 3 ou 4 mois dans les magazines avec nos collections. Donc voilà, donc, on ne peut pas gagner le beurre et l'argent du beurre. Il faut savoir, des fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur Je ce... pense aussi que les flops, parce que bon, là nous parlons de nos gammes, etc. Et les flops viennent souvent, très souvent aussi. C'est très important de savoir avec qui l'on travaille. Et là, je vais parler des fournisseurs. Il y en a pas mal là d'ailleurs, fournisseurs. Où eh bien, notre choix de fournisseurs et l'importance donc de nos fournisseurs, que ce soit en matières premières, ou que ce soit en outils, en pack, etc., est primordial. Parce que les flops, j'en parle d'ailleurs, les plus importants que j'ai eus, alors bon, j'ai commis des erreurs personnelles sur, bien sûr, notre laboratoire de développement, ils sont là aussi, on a commis beaucoup d'erreurs aussi, par manque d'expertise ou d'attention, mais tous les flops énormes que j'ai pu avoir, c'est à cause de flops